Bonjour, je suis Isabelle Lepeuch et j'ai présenté le mercredi 13 octobre 2021 une conférence pour l'association NL-PNL. Je vous indique là toutes les informations avec un partage d'écran pour que vous puissiez éventuellement en savoir davantage sur cette association. Ce sont des soirées de conférences organisées par André Zera et Marie-Christine Claire. Et c'est Marie-Christine Claire que j'ai rencontrée pour la première fois il y a plus de 20 ans, qui m'a proposé d'intervenir. Lorsque elle m'a proposé d'intervenir et que nous avons échangé au sujet du thème possible, elle m'a suggéré d'apporter des outils pour le public de ces conférences. J'avoue que dans un premier temps, l'idée de transmettre des outils m'a plutôt rebutée avant que je me dise que c'était un thème très intéressant sur lequel il était possible d'élaborer et de transmettre. Donc voilà, je vais vous présenter cette conférence ce soir, enfin aujourd'hui, en réenregistrement. L'enregistrement initial s'étant mal passé, j'ai accepté de réenregistrer la conférence de manière à ce qu'elle soit accessible en replay. Donc, quelques mots pour me présenter. Là, vous avez mes coordonnées et quelques mots sur certains éléments de mon parcours. J'ai envie d'ajouter que je suis davantage une clinicienne qui théorise qu'une théoricienne qui cherche à appliquer. Je m'inscris dans une démarche de recherche et mon désir de transmettre m'amène à enseigner, à écrire et à superviser. C'est aussi pour ça que je suis avec vous. Je suis gestalt thérapeute, systémicienne et intégrative et également maître praticienne en PNL ainsi que praticienne en somatic experiencing pour la résolution des traumas. Concernant les outils, je vous retrouve. Concernant les outils, j'ai envie de préciser que je suis très attachée et très respectueuse des outils des artisans. Ils permettent de réaliser la belle ouvrage et d'en tirer fierté. Ils constituent le précieux moyen de vivre de son métier. Ils doivent être entretenus et affûtés pour remplir leur office. Mon attachement aux outils est sans doute lié au fait que certains de mes aïeux n'auraient pu survivre sans leurs outils. Alors encore quelques mots qui vont vous permettre de me connaître davantage tout en parlant des outils. Quand j'ai commencé à me former en PNL, ce qui m'a permis de devenir maître praticien, j'étais très attentive à bien mémoriser tous les protocoles. Et quand je devais les mettre en pratique, j'avais l'impression que c'était un défi de me souvenir de ceux qui étaient possibles pour ensuite décider auxquels recourir. Par la suite, je me suis formée comme coach, métier que je pratiquais déjà depuis plusieurs années dans le monde de l'ingénierie à l'international. Pendant cette formation, j'ai découvert une surenchère d'outils, tous plus intéressants les uns que les autres. Je cumulais classeurs, fichiers, mémos, tableaux à multiples entrées et je ne savais pas plus comment les ranger dans mon bureau ou dans mes répertoires de mon ordinateur que dans ma tête. Par la suite, je me suis formée à la gestalt thérapie et ma conception des outils a drastiquement évolué du côté de la créativité. J'ai basculé vers une autre forme d'outils. La pâte à modeler, les feutres, les caplas,
les marionnettes et les galets. Mais il y avait aussi, bien sûr, les classiques de la Gestalt thérapie, la hot seat ou chaise vide, inspirée du monodrame de Moreno, par exemple. Les protocoles proposés par la PNL me semblaient alors trop rigides. Puis vint une séance de Gestalt thérapie de groupe à laquelle je participais dans le cadre de ma formation, qui me remit dans une sorte d'ambivalence. Le thérapeute animateur s'était manifestement inspiré de la négociation entre parties. C'était une riche idée, mais les bénéfices étaient amoindris par une absence de rigueur et une mise en place vasouillarde. Les protocoles me sont alors apparus de nouveau justifiés. J'en ai retrouvé la valeur en devenant praticienne en somatic experiencing. Concernant les outils, j'ai également eu recours à ma créativité pour les groupes de thérapie que j'ai animés pendant des années. L'approfondissement de mes compétences en systémie et en approche corporelle m'a conduite à compléter mon équipement, ballon, lest, et à accroître encore ma créativité. Loin des dogmes et des recettes toutes faites, en matière d'accompagnement, je préfère le sur-mesure et la dentelle. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous munir d'un papier et d'un crayon qui vous seront utiles à plusieurs reprises. Voilà, ensuite il y a quelques précautions qui ne s'imposent plus étant donné que c'est un replay. Mais quand même, je vais vous dire avant d'entrer dans le vif du sujet que je vous invite à rester critique. Je ne prétends pas détenir une vérité et ce que j'expose peut être amélioré par vos réactions, par vos feedbacks. Et je suis joignable aux coordonnées que je vous ai données. Et c'est toujours intéressant de poursuivre l'échange. Il a été riche dans l'interactivité de la conférence, mais le replay n'empêche pas de poursuivre le dialogue. Donc, à présent, nous allons éclairer la face cachée du recours aux outils, les tenants, aboutissants, vertus et écueils de leur usage. Nous allons voir ensemble quelle posture alternative et créative s'offre à chacun et comment trouver l'inspiration. Pour cela, nous allons suivre un plan assez simple. Nous allons d'abord regarder ce qu'est un outil. Ça peut sembler évident, mais finalement, eh bien, il y a plusieurs sortes d'outils, plusieurs vocations. Il y a des fonctions, il y a un contexte. Donc, on va regarder de plus près ce qu'est un outil d'accompagnement. Ensuite, je vous lirai la première partie d'un conte que j'ai créé pour l'occasion, pour vous. Ensuite, nous reprendrons des explications avec la face cachée des outils. Ensuite, nous aurons la suite, la fin du conte, avant d'aborder les options créatives et de voir comment soutenir l'inspiration. Voilà Voilà, je faisais de la gymnastique pour voir l'écran qui présente les planches, mais je ne vous avais pas encore partagé l'écran. Donc voilà, vous avez le plan hein, qui finalement comporte 3 grandes parties qui sont séparées par le début puis la fin d'un conte. Donc, commençons par ce qu'est un outil. Alors, hop. Au service de quoi est... Alors, non, d'abord, un travail personnel que je vous laisse faire. Alors, l'intérêt du replay, c'est que vous pouvez stopper et puis effectuer ce travail
je vous invite à noter chacun sans trop réfléchir quels sont les 3 outils les plus précieux dans votre pratique. Et pour chacun de ces outils, de réfléchir en vous posant la question: à quoi ces outils me servent-ils? Donc, si vous voulez vraiment prendre le temps, vous pouvez faire ce travail en stoppant le replay. Du coup, je continue. Donc, au service de quoi, de qui se place l'outil? L'outil n'est qu'un moyen, il n'est pas une fin en soi. Il est entre les mains du praticien pour le bénéfice du client. Il requiert une compétence pour être utilisé à bon escient et avec habileté. Il ne remplace pas la stratégie d'accompagnement. Il aide à la définir et il aide à la déployer. Donc, peut-être qu'en fait, la notion de stratégie, puisque l'outil se place au service de la stratégie, à la fois pour aider à la définir et pour la déployer, c'est peut-être pas si évident pour vous euh, de, de, de bien percevoir de quoi il s'agit quand on parle de stratégie. Et le petit schéma qui vient a pour vocation d'éclairer cet aspect-là. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit l'utilisation de l'outil. En haut du schéma se situe ce qui concerne le client. Il arrive avec des difficultés, une plainte ou un désir. Il a des attentes et c'est ce qui va permettre de définir son objectif dans sa démarche thérapeutique ou de coaching ou autre, de médiation. Ou, je balaye large. Je pense que le sujet de cette conférence concerne de nombreux types d'accompagnement. Donc cet objectif, il peut être assez évident dès le début ou au contraire nécessiter déjà un travail conséquent pour pouvoir le formuler. En réponse à cet objectif, pour servir cet objectif, nous avons en bas ce qui concerne le praticien. Le praticien va se positionner et intervenir dans une visée. Hein. Sa visée, en fait, est de répondre à l'objectif du client. Donc, on se rejoint là entre le haut du schéma et le bas du schéma. Pour approcher cette visée, il va avoir besoin d'une stratégie. La stratégie, en fait, elle précise comment je vais, en tant que thérapeute, coach, médiateur, consultant, comment je vais procéder pour approcher cette visée au service de l'objectif de mon client. C'est comment je vais procéder. Donc, c'est les grandes lignes de comment je vais procéder. Cette stratégie, pour la définir, je vais m'appuyer sur l'approche, mon approche et une théorie. Donc, par exemple, la PNL, l'analyse transactionnelle. Je vais donner quelques exemples par la suite. Et je vais aussi me situer dans un cadre et tenir une posture qui est à la fois la mienne et celle que j'ai apprise pour mon métier et en fonction de mon approche. Donc, ceci est fondé également sur une qualité de présence qui est finalement peut-être l'essentiel. La qualité de présence précède vraiment tout ce qui va être intervention, outils et autres. La qualité de présence, en tout cas dans toutes les approches relationnelles et humanistes, est vraiment essentielle. Et puis, sans oublier évidemment l'éthique et la déontologie de mon métier.
Donc, on voit que l'outil s'inscrit assez précisément dans ce contexte, hein, au niveau de la stratégie. À droite du schéma, j'ai voulu représenter quelque chose qui est moins dans une dichotomie entre le client et le praticien et qui les relie, puisque en fait, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se produire dans la rencontre, dans l'alliance, dans l'expérience du nous et dans le champ situationnel, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant de la séance. Donc déjà, on y voit un petit peu plus clair sur où, heu, où va se situer à quel niveau va se situer l'outil. Alors que je retrouve mon curseur, voilà. Donc en tout cas, on voit déjà que l'outil ne se situe pas effectivement comme une fin, mais au service de la stratégie. Donc je vais donner, un exemple parce que c'est peut-être malgré le schéma, c'est peut-être pas encore suffisamment précis. Alors, imaginons, que, par exemple, je constate que mon client est englué dans des fonctionnements qui le limitent et qui ne lui ressemblent pas. Je me questionne sur l'impact de phénomènes systémiques familiaux, éventuellement transgénérationnels. Pour les étapes à venir, je définis donc une stratégie, hein, ça va être ça la stratégie, qui consiste à éclairer avec lui son système familial élargi pour l'aider à repérer les enjeux et les loyautés invisibles et pour lui permettre une expérience offrant un recul et une distanciation. C'est un exemple, hein. Il n'est pas nécessaire que vous soyez familier avec ce type d'approche. C'est un exemple parmi, enfin, il y a une infinité, bien sûr, de situations possibles et là, j'essaye juste de concrétiser. Pour éclairer avec lui son système familial, repérer les enjeux et les loyautés invisibles, par exemple, je vais m'appuyer sur une approche systémique familiale et sur les théories associées, par exemple la différenciation du soi selon Murray Bowen ou sur l'approche contextuelle d'Ivan Borzomeni-Nagy. Ma posture maintenant, ma posture est une posture d'ouverture. Je ne sais pas pour mon client, je suis prête à me laisser surprendre. Que dire d'autre au sujet de ma posture? C'est une posture de solidité, car je dois être prête à ce que l'horreur se dévoile, ce qui arrive régulièrement quand on regarde les systèmes familiaux, hein. Donc, c'est une posture de solidité. C'est aussi une posture de curiosité et de questionnement. Je vais jusqu'à questionner les évidences, ne pas prendre la première réponse qui vient pour argent comptant. Je pourrais détailler pourquoi, mais c'est quand même pas le thème de la soirée. C'est aussi une posture d'inclusion, car nous sommes ensemble à effectuer ce travail et dans ce processus de construction et d'exploration, il se passe des choses qui sont elles-mêmes révélatrices et dont nous pouvons nous emparer pour la progression de mon client. Dans cette posture, on peut reconnaître ma posture gestaltiste. Je veille à ce que ces différents niveaux soient cohérents. Pour soutenir cette stratégie d'exploration, je m'appuie sur un outil. Cet outil, c'est le génogramme. Et cet outil peut m'amener à réviser la stratégie. Donc le génogramme, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit peu comme un arbre généalogique, sauf qu'on ne s'intéresse pas aux filiations ni à remonter le plus loin dans le temps. Il y a un développement plus important de l'horizontalité, hein, c'est-à-dire avec les fratries à tous les niveaux. Et puis, on complète avec tout un tas de thèmes tels que les faits de santé, les formations, les niveaux sociaux, les métiers, le rapport à l'argent, le rapport à la loi, la religion, enfin, c'est infini, hein.
Et je précise ce point parce que lors de la soirée du 13 octobre, la question m'avait été posée. Donc, autant vous en faire bénéficier aussi dans le replay. Donc maintenant, je vous propose un travail personnel à nouveau que vous pouvez effectuer en mettant sur pause l'enregistrement, enfin le replay. Notez pour un client de votre choix en quoi consiste votre visée, votre approche, la théorie sur laquelle vous vous fondez, des éléments de posture, de votre stratégie et le ou les outils que vous utilisez ou que vous aimeriez utiliser. Je poursuis. Donc, pour donner un petit peu plus aussi d'exemples et d'éclairage en matière de méthodologie, je peux donner des exemples comme l'approche psychodynamique, analytique, l'approche humaniste existentielle, l'approche systémique, les approches cognitivo-comportementalistes, l'approche centrée sur la personne, etc. Les théories, il y en a un grand nombre aussi. On peut parler de phénoménologie, de théorie du champ, la théorie du self en gestalt thérapie. Il y a aussi des théories de la perception et la gestalt psychologie. Il y a les théories psychanalytiques, que j'aime bien mettre au pluriel, la théorie de l'analyse transactionnelle, le neurocognitivisme et les neurosciences, la théorie polyvagale de Stephen Porges, les théories de la communication, les archétypes et la symbolique jungienne, etc., etc. Bien sûr, la liste n'est absolument pas exhaustive, loin s'en faut. Reste que l'outil ne remplira jamais si bien son office que si l'on sait pourquoi on fait appel à lui. Et donc, je me suis dit finalement, oui, à quoi sert l'outil? Alors, j'ai élaboré, enfin, j'ai trouvé des réponses, et puis au fur et à mesure que je trouvais des réponses, il m'est apparu qu'il y avait en réalité des familles d'outils. Alors, évidemment, ça fait qu'en classant en famille, j'ai classé. Et classer, eh bien, c'est renoncer. Parce que dès lors que l'on classe d'une certaine manière, eh ben, on ne classe pas d'une autre et c'est toujours réducteur. Néanmoins, voilà, je vais vous partager ce qui m'a semblé intéressant d'identifier comme famille. Il y a donc les outils d'analyse et de diagnostic. Alors, donc les outils d'analyse et de diagnostic, il y en a une première sous-catégorie qui s'intéresse particulièrement à la personne. Donc là, je vais en nommer quelques-uns. Il y a les profils de personnalité du DSM, le manuel de psychiatrie qui est quand même une référence internationale largement partagée, quoi qu'on puisse en dire. On peut nommer la roue des personnalités de Serge Gingère et autres références classiques en psychopathologie. On peut citer d'autres outils comme le MBTI, outil d'évaluation déterminant le type psychologique d'un sujet parmi 16 types différents. Le MBTI résulte d'une méthode proposée en 1962. C'est un outil qui est assez ancien et largement partagé aussi. Il y a l'énéagramme et ses 9 types. Il y a les outils d'évaluation à 360 degrés, notamment que l'on utilise en entreprise avec les collaborateurs. Il y a la process communication qui découle de l'analyse transactionnelle avec ses 6 profils, chacun ayant un profil base et un profil phase. Et puis, il y a encore plein d'outils d'évaluation digitale de ressources humaines, comme le DISC, Success Insight, Profil Nuance, etc. Donc là, on est sur analyse et diagnostic de personnalité.
Mais on a aussi les outils qui visent à analyser et diagnostiquer plutôt les processus et les relations. Parmi eux, il y a les nouvelles approches de la psychopathologie en gestalt thérapie qui considèrent la relation plus que la personne. Il y a différentes grilles d'analyse transactionnelle, telles que les scénarios de vie, hein, les jeux psychologiques et les transactions, les positions de vie également. Donc vraiment, ces outils d'analyse transactionnelle focalisent beaucoup plus sur la relation que sur la personne seule, en tout cas. On a aussi, et là, si vous êtes intéressé par cette conférence et que vous avez peut-être des compétences en PNL, évidemment, vous reconnaîtrez ce qui est métamodèle et métaprogramme PNL qui sont vraiment typiques de cet éclairage des processus et des relations. Alors ensuite, on a les outils qui sont plus des outils d'exploration et d'éclairage et qui permettent une recherche herméneutique, c'est-à-dire une recherche de sens. Parmi ces outils, nous avons par exemple le génogramme dont j'ai parlé tout à l'heure, des outils issus de l'approche contextuelle de Borzomeni-Nagy. Il y a également certains modèles PNL. On peut nommer aussi des choses comme le jeu de sable, hein, qui est d'inspiration jungienne. Le travail des rêves est également... alors, il y a différents outils, différentes méthodes aussi pour travailler les rêves. Certains basés sur la symbolique qui proposent des interprétations et d'autres qui procèdent tout à fait autrement, notamment en gestalt thérapie. En tout cas, le travail des rêves permet une exploration. Il y a l'arbre de vie aussi, il y a les étapes du deuil de Kubler-Ross. Tous ces outils permettent d'éclairer ou d'explorer ce qui se passe. Ensuite, nous avons des outils dont la vocation est de guider les interventions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces outils qui guident les interventions ou qui guident le client peuvent parfois être transmis au client et il peut se les approprier. Donc, il y a de très nombreux protocoles PNL, hein, on peut parler de position de perception, double dissociation, etc. Il y a aussi de tels outils d'intervention en somatic experiencing, en intégration du chemin de vie, ICV. La communication non violente est également, qui est une méthode de communication de Rosenberg, va vraiment pouvoir être appropriée par notre client et va l'aider dans sa manière de se comporter face à certains événements. En tout cas, là, il s'agit d'outils qui guident. Ensuite, il y a les outils dont la vocation est plutôt expérientielle, hein. Ce sont des outils qui vont donner à vivre des expériences relationnelles. Par exemple, les jeux de rôle et le psychodrame, inspiré par Moreno. Il y a aussi les constellations familiales de Bert Hellinger, la thérapie ou le coaching par le clown permettent de vivre des expériences tout à fait singulières. L'approche narrative également. Donc, ça, c'est ce qui va... Alors, il y a également les outils qui permettent de créer l'expérience par l'intermédiaire d'un média qui fait tiers. C'est ce que l'on a en art-thérapie, hein, puisqu'il y a la peinture ou le modelage ou tout autre support qui fait tiers, qui fait média. Mais il y a aussi les métaphores et les contes, dont vous aurez un exemple tout à l'heure.
Et il y a aussi les outils des approches corporelles, hein, comme le ballon. D'ailleurs, vous avez un ballon derrière moi dans mon dos que j'utilise parfois, ou d'autres objets. Ensuite, il y a des outils encore d'un autre type qui permettent d'intervenir directement sur les processus. Donc les processus, par exemple, intrapsychiques, neurophysiologiques, voire même processus au niveau des viscères du client. Donc on peut nommer l'hypnose, le MDR, la biodynamique et certaines approches psychocorporelles. Donc voilà, même si cette classification peut être tout à fait contestable et possible à améliorer, elle clarifie déjà les différentes fonctions et les différentes attentes que l'on peut avoir vis-à-vis de nos outils. Et à ce stade, je vous propose un nouveau travail personnel qui consiste à identifier quel serait l'outil idéal, imaginaire éventuellement, dont vous aimeriez disposer. Et ensuite, de vous dire, OK, et pour quel apport? Qu'est-ce qu'il m'apporterait? Et dans quelle catégorie finalement cet outil se placerait-il parmi les familles que je viens de vous présenter? À ce stade de ma présentation, j'en arrive au compte que j'ai créé pour vous. Ce compte, je vais vous le compter et ça veut dire que je vais vous le lire quand même parce que je ne le connais pas euh, par cœur. Euh, je vous invite pendant la lecture de ce compte, je vous invite à vous laisser faire, à lâcher toute tentative de comprendre un quelconque message, une intention, et à ne pas non plus tenter de mémoriser. Donc, de vous laisser compter en toute innocence, dans une forme de lâcher. Et ne vous inquiétez pas par rapport à la mémorisation. Si vous souhaitez ce compte, il vous suffira de me le demander par email et je vous le remettrai. Voilà, et donc avant que j'en commence sa lecture, je vous invite à vérifier que vous êtes bien installé. Ce conte s'appelle L'enfant libéré. C'était il n'y a pas si longtemps. Bernard était un habile artisan formé auprès des compagnons du devoir. De défi en défi, il s'était forgé une expertise renommée aussi bien dans le travail de la pierre que du bois ou du fer. Sa précision n'avait d'égal que sa fiabilité et sa polyvalence. Il coulait des jours paisibles et de plus en plus routiniers, tranquillement assis sur ses lauriers. C'est alors que les ondes se firent l'écho d'une séquestration d'enfants dans une forteresse imprenable où, livrés à leur sort, ils s'acheminaient vers une mort certaine. Assez rapidement, une organisation mondialement reconnue pour ses actions en faveur de la paix fut diligentée pour venir à leur secours. Hélas, les premières initiatives pour libérer les malheureux restèrent vaines. Les investissements furent perdus et les plus puissantes machines de guerre mobilisées ne vinrent pas à bout de l'obstacle. Un changement de stratégie s'imposa et l'idée de recourir à un expert polyvalent et renommé fut retenue. C'est ainsi que Bernard fut sollicité. Nul besoin d'insister,
pour qu'ils se rallient à cette cause, s'approprient le défi et entreprennent cette quête. Dès lors, il se consacre consciencieusement à ses préparatifs et rassemble ses outils les plus performants. Il sait qu'il devra d'abord surmonter de nombreux obstacles avant d'atteindre les contreforts à franchir. La nature déraisonnée et ses hôtes hostiles ont très vite repris le pouvoir, faisant déjà disparaître les machines impuissantes. Pour les besoins de la situation, je vous épargne le récit de ses premières épreuves face aux pluies diluviennes, aux fauves féroces, aux ronces acérées, aux canyons abyssaux et aux torrents tempétueux. Sachez juste qu'il s'en sort fort bien, conforté dans l'idée que son équipement viendrait à bout de toute épreuve. Quand il arrive enfin au pied de la forteresse, sa fatigue est grande et sa motivation l'est plus encore. Si près du but, l'espoir de relever le défi et d'accomplir sa mission le stimule au plus haut point. Il n'est pas dupe. La gloire qui semble se rapprocher est aussi pour beaucoup dans sa motivation. Il est également impatient de s'attaquer à l'immense portail qui ne semble pas infranchissable, certes bien verrouillé, mais en bois. Son expérience le pousse néanmoins à passer une bonne nuit réparatrice avant d'entreprendre la conquête finale. Dès l'aube, tout excité, il rassemble les outils les plus adéquats et démarre confiant, en s'attaquant tel un chef accompli aux serrures et ferrures. Armé de clés de diverses sortes, il tente de déboulonner la serrure. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il constate que les écrous n'ont pas la forme habituelle. Le nombre de leurs pans, leurs proportions et leur forme biseautée empêchent toute prise. Pire encore, le métal, plus dur que l'acier, le platine ou le tungstène, érode les outils les plus résistants de Bernard. Une journée entière s'est écoulée sans résultat. Une petite voix lui dit toutefois qu'il a appris quelque chose. Déconcerté, mais confiant, Bernard se couche épuisé, décidé à s'en prendre au bois dès son réveil. Cette fois encore, je vous passe les détails de ces tentatives multiples qui lui prennent une nouvelle journée. Le bois, dur comme il n'en a jamais rencontré, résiste à ses gouges, à ses ciseaux à bois, à ses scies et à ses chignols. Un à un, ses outils échouent dans leur office. De surcroît, il s'abîme, tout comme la confiance que Bernard a placée en lui. La deuxième journée a entamé son moral plus que la forteresse. Commençant à prendre la mesure du défi, Bernard ressent que rien n'est sûr, rien ne ressemble à ce qu'il connaît. Je ne suis pas préparé, aucun outil ne semble convenir, je ne peux tout de même pas franchir ce mur à main nue, se dit-il. À l'aube de sa troisième journée au pied de la forteresse, tenace, il entreprend de lancer un grappin par-dessus les murailles. Mais une nouvelle surprise l'attend. Quand le grappin vient heurter avec un fort élan le haut des murailles, au lieu de s'y accrocher, il rebondit si violemment qu'il tente d'emporter Bernard qui tient l'extrémité de la corde. Un nouvel essai ne fait que confirmer son impuissance face à un mur rebondissant. Bernard croit à un cauchemar. Jamais il n'a été autant pris au dépourvu. 3 jours se sont écoulés sans qu'il n'ait avancé d'un pouce vers les malheureux enfants reclus. Sa nuit agitée ne parvient pas à l'apaiser. Il est en proie à des sentiments les plus forts. Une effroyable impuissance, un profond sentiment de solitude, la honte, si opposée à la gloire espérée. Et puis, déconcerté, fâché après ses plus fidèles compagnons que sont ses outils, il a envie de les jeter au fond du précipice. Sa confiance en eux s'émousse et la colère fait rage. Ses repères ne tiennent plus.
ce qui l'insécurise. Mais il se ravise. Le défi auquel il s'était préparé n'est pas celui qu'il découvre. Il comprend qu'une journée de réflexion et de sagesse s'impose. Le plus urgent est de ne rien faire, de lâcher les enjeux. Alors, il abandonne ses certitudes sécurisantes. L'idée que tel outil doit servir à telle tâche, que tel autre doit servir à tel matériau, et aussi que telle marque ou tel brevet constitue des garanties. Un outil, sans perdre de sa valeur, peut ne pas convenir, ne pas suffire. Il s'agit maintenant de ne garder que le cap, d'accepter ce qui se passe, d'intégrer ses limites et de trouver de nouvelles ressources. Juste ça. Et c'est une autre forme de défi. Il s'y emploie. C'est ce qui lui permet de retrouver une plus grande disponibilité. Il voit enfin mieux autour de lui. Il perçoit la force de la nature alentour et s'en nourrit. Son énergie se renouvelle. L'idée de la gloire espérée l'a complètement quitté. Il se sent infiniment petit dans ce tout qui le dépasse. Il accepte de ne pas connaître la solution, de ne pas savoir ce qui doit être fait. Il se défait de ses fantasmes de toute puissance et, paradoxalement, se sent grandi. Enfin, il pense aux enfants qu'il est venu libérer. Il se rend compte qu'il ne s'y est que peu intéressé. Qui sont-ils? Comment vont-ils? De quoi sont-ils capables? C'est là que j'arrête pour l'instant la lecture de ce conte dont on aura la fin, dont je vous livrerai la fin tout à l'heure. Donc je vous invite à revenir en quelque sorte sur Terre après ce petit voyage. Et à ce stade, je vous propose un nouveau travail personnel qui est d'imaginer une fin à ce conte et d'en écrire les grandes lignes. Donc, pour ça, vous devez vraiment rester dans l'ambiance du conte et ne pas trop rationaliser, mais plutôt laisser votre inspiration œuvrer par elle-même. Facile à dire. Mais il n'y a qu'en essayant qu'on voit si on peut y parvenir. Alors du coup, voilà, vous pouvez comme toujours arrêter le replay pour vous permettre d'avoir le temps nécessaire à ce travail. Et moi, je continue. Puisque maintenant, nous allons aborder une nouvelle partie de cet exposé qui concerne les besoins qui sont plutôt secondaires, qui sont implicites, voire cachés et parfois piégeants. Et avant de donner des explications que j'ai élaborées, j'ai été tellement étonnée par un mail que j'ai reçu quelques jours avant la conférence que j'ai eu envie de le prendre en exemple. J'ai reçu un mail dont je vais vous lire quelques extraits. Mais vraiment, je ne change rien à ce qui m'était envoyé, simplement je ne lis pas tout. Donc ce mail, voici le texte du mail. Je me permets de prendre contact avec vous directement. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de pratiquer des outils tels que DISC, MBTI, etc. Nous leur avons trouvé des limites qui nous ont amenés à inventer un nouvel outil. Tac, 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 etc., etc. C'est aujourd'hui plus de X experts certifiés. Quoi de plus concret que de tester l'outil en faisant votre profil? Blablabla. Nous avons mis en place une expérience spéciale découverte, etc., etc. Après votre inscription, votre engagement consisterait à consacrer 30 minutes environ pour répondre au questionnaire en ligne permettant d'établir votre profil, etc., etc. Donc, si je vous fais part de ce mail, ce n'est pas du tout pour
porter un jugement quelconque sur cet outil de diagnostic dont j'ai absolument aucune idée de la valeur. C'est un outil apparemment de diagnostic, donc qui appartient à la première catégorie qu'on a vue tout à l'heure. En fait, la question, c'est plutôt: que se passe-t-il à la lecture d'une telle information, à la lecture de ce mail? Moi, j'ai pu observer ce qui se passait pour moi et aussi imaginer ce qui se passe en général. La tentation peut bien être multiple, hein, donc je vous livre des idées qui me sont venues. Je peux par exemple me dire: waouh, grâce à cette proposition, je vais mieux me connaître puisque je vais avoir mon profil. Peut-être même comprendre enfin certaines difficultés ou trouver des solutions. Ça ira plus vite qu'une nouvelle tranche de thérapie et ce sera clair et net. Je vais renforcer ma pratique pour mes clients. Peut-être que ça va me débloquer avec certains d'entre eux. Ou encore: je suis à court d'idées en ce moment. Ça va au moins nous occuper le temps qu'on l'on utilise cet outil. Ou bien: mon client va en avoir pour son argent, car il aura un résultat concret le concernant. Je vais pouvoir en parler en tant qu'expert certifié si je me forme. Et je serai avec un pas d'avance sur mes collègues que je pourrai renseigner. Ou en tout cas, je ne serai pas en reste si eux utilisent cet outil. Si mon client qui travaille dans les ressources humaines connaît cet outil, il faut que je le connaisse aussi, sans quoi j'aurais l'air ridicule. Voilà ce qui peut venir, voilà ce qui peut nous agir, hein. Ce sont des exemples, mais c'est possible. En plus, les outils de diagnostic ont quelque chose de particulièrement attractif, comme s'ils promettaient la lune. Lorsqu'un magazine propose un autotest ou un profil, il se vend en plus grand nombre. Ça, ils le savent tous, hein. Il semblerait que l'être humain, dans nos cultures, soit en quête d'une définition de lui-même, quitte à ce qu'elle soit très réductrice et enfermante. Dans ces moments-là, on oublie que se connaître est quasiment le travail d'une vie et un travail à renouveler, espérons-le, si nous nous donnons la chance d'évoluer. Quoi qu'il en soit, ce qui est souvent mis de côté reste la question essentielle. Que faire des résultats du diagnostic? Est-ce qu'on va vraiment en faire quelque chose de si intéressant que ça? Ce n'est pas toujours le cas. Parce que l'outil ne peut être pertinent que si je sais pourquoi je l'utilise et que c'est essentiellement, en tout cas en premier lieu, au service, au profit du client. Trop souvent, l'outil séduisant précède la stratégie et perd le praticien ou ne se place plus au service du client. Le praticien, insécurisé, pour ne pas trop se blâmer lui-même, pense qu'il n'a pas encore trouvé le bon outil et se perd en misant sur un nouveau. Il faut bien se rendre compte que le praticien est pris entre le créateur d'un outil et ses motivations existentielles et business, les prescripteurs et leurs intentions saines et bienveillantes et aussi leurs enjeux moins conscients, nos propres enjeux et le client avec ses attentes et ses besoins. Donc, il y a vraiment plusieurs pressions, en quelque sorte, qui viennent contraindre le praticien et de manière plus ou moins légitime ou pertinente. Alors, si on regarde de plus près, un petit récapitulatif des attentes implicites, éventuellement non conscientes, que l'on peut avoir dans notre quête d'outils. Alors, hop, et voilà. Alors, la légitimité. De quoi s'agit-il? Légitimité et reconnaissance. Alors, je vous explique. En gros, il se passe la chose suivante. Ce que je peux me dire, mon dialogue intérieur, ça peut être: si je ne maîtrise pas le jargon et les derniers outils à la mode, je ne serai pas reconnue par mes pairs.
je ne serai pas un vrai coach, thérapeute ou consultant de valeur. De plus, mon client est parfois un professionnel. De quoi j'ai l'air s'il en sait plus que moi sur le sujet, s'il connaît des outils que je ne maîtrise pas? Alors, que répondre à ça? Eh bien, la proposition, c'est d'accepter d'être juste suffisamment bon. Plus j'en fais, plus je me légitimise, plus je disqualifie mon client. Plus je- Plus j'en fais moi pour me légitimer, plus je disqualifie mon client. C'est le client qui travaille, c'est lui qui avance et c'est lui qui est expert de lui-même en quelque sorte, hein. Donc, le praticien doit accepter d'être juste suffisamment bon. Attention aussi aux validations des clients. D'abord, ils ne sont pas là pour valider le praticien, premièrement, et deuxièmement, ils le font en fait. Ils prennent toujours soin de leur thérapeute ou coach et ont besoin d'en être aimés. Il y a toujours une part transférentielle dans la relation thérapeutique ou de coaching ou même de formation, hein. Donc, il faut pas l'oublier. Donc, pour finir, si ma légitimité repose sur mes outils, je n'en aurai jamais assez. Voilà pour le premier point, légitimité et reconnaissance. Maintenant, deuxième point, une attente implicite, éventuellement non consciente, ça serait que l'outil me permette un évitement du vide, du désarroi, du non-savoir. Donc là, c'est quoi? Il est impossible que je montre que je ne suis pas prêt, pas capable, pas performant, pas sachant. Le vide, le silence, le rien me font peur. L'outil va remplir ce vide, ses manques et ses lacunes. Que répondre à ça? Eh bien que le doute, que ne pas savoir, se sentir perdu ou démuni, ça parle peut-être de ce que vit le client et ça peut être bon pour lui de nous voir le vivre aussi. Nous sommes humains, profondément humains et donc imparfaits. Pouvoir se l'autoriser sans disparaître, n'est-ce pas cela la véritable force? Et le vide aussi peut être fertile. Le vide fertile, c'est le vide qui permet à des choses que l'on n'attend pas d'émerger et donc de nous surprendre et d'apporter du nouveau. Si on remplit tout le temps, si on met contrôle, s'il n'y a pas de place pour le vide, il n'y a pas de place pour la nouveauté non plus. Enfin, moins de place. Ensuite, troisième point, ça peut être qu'on attend de l'outil qui nous permette de contrôler, de maîtriser et d'être performant, voire dans une forme de domination. En gros, c'est moi l'expert, c'est à moi d'assurer et l'outil me rend expert. Que répondre à ça? Bien que c'est le client qui travaille et je ne suis pas expert de lui. Je dois juste créer les conditions. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le compte. Créer les conditions et être disponible à lui, à moi et à ce qui se passe dans l'entre-deux. C'est ce qui ouvre sur la création et la co-création. Prendre le temps. Le spectaculaire n'est pas la performance. Si ma pertinence repose sur mon outil, je n'aurai jamais le bon. Il ne fonctionnera pas avec un aveugle, avec un enfant. Il ne fonctionnera pas pour une problématique qui s'origine dans le préverbal. Et en matière de performance, si j'ai beaucoup d'outils, surtout des outils de type prêt-à-porter, hein, que je n'ai pas vraiment intégré en moi, eh bien, je vais passer plus de temps à choisir lequel utiliser qu'à soutenir mon client. Il s'agit en fait d'être dans la juste mesure, car à l'opposé, si je n'ai qu'un outil, vous connaissez la formule de Maslow, si le seul outil que vous avez est un marteau, vous tendez à voir tout problème comme un clou. Il disait ça quand même en 1966. C'était fort avisé et ça reste complètement d'actualité. Le client et son problème,
sont alors placés au service de l'outil pour le valider. Et c'est évidemment pas ce que l'on souhaite. Alors, hop. Ensuite, nous avons une quatrième attente possible, qui est pas forcément consciente non plus, celle-là en général, c'est la loyauté à une école ou à une approche. Donc, si je ne fais pas usage des outils qu'ils m'ont appris, dans cette école par exemple, dans cette école qui m'a tant apporté, vis-à-vis de laquelle je me sens éventuellement même redevable, en tout cas très loyale, si je ne fais pas usage des outils qu'ils m'ont appris, je fais honte à mes maîtres et je les trahis. Dans ce cas, j'ai internalisé leur regard sur moi. Je me dois d'utiliser ces outils. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Parce qu'il y a évidemment du bon là-dedans. Hein. Rester loyal est une vertu. Se différencier est une nécessité. Développer sa propre singularité. Rester loyal, ça ne veut pas dire être aveugle en tout cas. Chacun doit être suffisamment différencié pour choisir et ne pas œuvrer de manière aveugle dans une loyauté invisible, autant que possible. Alors, il y a la quête d'appartenance aussi. Si je me forme à cet outil, si je le connais, je pourrai en parler avec les autres privilégiés qui l'utilisent et ça nous rapprochera. Ils me reconnaîtront comme un des leurs. Nous aurons le même langage codé. Qu'en dire? Eh bien, l'important, c'est de choisir les groupes qui conviennent vraiment et qui nourrissent, plutôt que les groupes partisans, dogmatiques ou sectaires qui conditionnent et qui excluent. La conséquence est juste. Hein. C'est vrai qu'il y a des groupes d'appartenance quand on rencontre des collègues qui partagent les mêmes connaissances ou la même manière de travailler. Voilà, c'est très agréable. C'est aussi porteur de dialogue, d'échange, de progression. Mais en tout cas, c'est plutôt une conséquence et ça ne doit pas être la première motivation pour choisir un outil plutôt qu'un autre, puisque l'outil se place au service d'une stratégie au profit du client. Alors ensuite, il y a la question de la sécurité. Alors oui, en fait, c'est intéressant, c'est que jusqu'à présent, là, toutes les attentes qu'on a vues, elles se placent plutôt au service du praticien, mais parfois au détriment du client. Et la sécurité, alors là, c'est un thème très, très fort. D'ailleurs, c'est un de mes thèmes de recherche favoris. La sécurité. Donc, ça consiste en quoi? Je dois être prêt quoi qu'il arrive, quelle que soit la problématique ou la demande. Je dois avoir toujours le bon outil sous le coude. Avec un outil, je suis plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? La sécurité du praticien. Alors, je vais La sécurité du praticien profite à son client. Donc, en cela, c'est vrai que c'est important que le praticien se sente solide, qu'il soit stable, régulé. Ça va vraiment avoir une incidence très positive sur son client. Cette sécurité, elle se cultive et elle se nourrit pour être profonde et solide. Et elle se cultive et se nourrit dans le quotidien. Elle repose aussi sur la formation, sur la supervision. On peut toujours renforcer sa sécurité, sa sensation de sécurité intérieure. Elle se mesure aussi, hein, comment je me sens, quelles sont mes peurs, mes vulnérabilités et mes démons. Est-ce que je suis capable finalement de les voir, de me sentir vulnérable? C'est quand on peut se sentir vulnérable, c'est souvent un signe de force et de sécurité.
Donc, la sécurité du praticien est indispensable, mais à quel point et quel est le seuil? Car il y a aussi des vertus à une relative insécurité, qui de toute façon est là. On ne peut pas être parfaitement sécure, totalement sécure. La relative insécurité permet au client de se sentir rejoint, donne des autorisations et a les vertus de l'humilité et de la vulnérabilité. Voilà. Donc, ce thème-là est vraiment un thème très, très central. Alors, en matière de d'attente implicite et éventuellement non consciente, je propose le travail personnel qui consiste à évaluer où vous en êtes par rapport à ces différents points qu'on a balayés ensemble, hein. Et voilà, imaginez, est-ce que vous sentez plutôt que c'est la sécurité qui vous amène à vouloir toujours plus d'outils, ou bien est-ce que c'est plutôt la quête d'appartenance? Voilà, vous vous sentez seul et vous avez besoin de vous sentir appartenir à des groupes. Voilà, donc vous pouvez faire ce travail de réflexion pour vous-même. euh, c'est ma proposition. Alors ensuite, l'idée, l'idée, c'est que en fait, il s'agit en fait, notre travail de praticien consiste essentiellement, euh, si on a une approche en tout cas humaniste, plutôt relationnelle, il s'agit essentiellement de créer des conditions favorables pour le client, pour moi, praticien, au profit du client, et pour l'outil au service de ma stratégie. Je ne dois pas compter, me semble-t-il, hein, je vous ai dit tout à l'heure, je ne détenais aucune vérité, mais il me semble que je ne dois pas compter en premier lieu ni sur le client, ni uniquement sur l'outil pour me renforcer. Alors, par rapport à me renforcer, justement, parce que c'est vraiment important, donc comment vais-je faire pour me renforcer? Donc, on l'a déjà un peu évoqué, je vais développer ma sécurité intérieure, notamment par la thérapie, renforcer ma légitimité. Peut-être que je dois revoir, peut-être que si la formation que j'ai suivie ne me légitime pas assez, peut-être faut-il que j'approfondisse, ou peut-être me suis-je arrêtée avant une certification, qui est quand même un levier de légitimité. Donc, pour me renforcer, je dois aussi développer des autorisations à l'imperfection. La supervision va aider. Par rapport à la loyauté à une école, une approche que j'ose me différencier. Et il y a toujours la supervision et la covision pour le sentiment euh, d'appartenance. Alors, ensuite, je retrouve le fil. Il faut que je retrouve le curseur qui, des fois, est je ne sais pas où. Voilà. Alors, l'outil dans les conditions favorables, alors oui, il doit y avoir, ça c'est très important, pour que l'outil apporte, disons, apporte le plus possible, hein, soit le plus aidant possible, il faut qu'il soit utilisé dans des conditions favorables. Et donc, ça veut dire déjà, en premier lieu, qu'il faut que je sois claire sur quelle est la prestation, quel est le contexte et le cadre de ma prestation. Euh, Ça semble peut-être évident, mais à mon avis, ça ne l'est pas tant que ça. Par exemple, est-ce que ma prestation consiste à effectuer un diagnostic, hein? Il y a des coachs, où il y a tout à fait, il y a des coachs, il y a des psychologues, il y a d'autres personnes
qui vont intervenir essentiellement pour effectuer et produire un diagnostic. Le psychiatre aussi. Bon. Il peut y avoir une prestation de psychothérapie. Et là, si je suis dans une prestation de psychothérapie, il y a encore plein d'options. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une psychothérapie, déjà, il faut préciser, au service de qui elle se place. Est-ce d'un couple, d'une famille, d'un individu, d'un enfant? Et puis, au-delà de ça, est-ce que c'est une psychothérapie de transformation? Est-ce que la personne ou le couple ou la famille souhaite transformer quelque chose, ou est-ce plutôt d'exploration, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe, avoir un éclairage, trouver un sens à ce qui se passe? Ou bien est-ce que c'est plutôt une psychothérapie de soutien, c'est-à-dire pour une personne qui est dans un passage difficile de bénéficier d'un soutien sans viser de transformation, hein? Donc il y a plusieurs options possibles. Et bien évidemment, le plus souvent, le client lui-même ne sait pas forcément, hein, quel type de prestation il vient chercher. Déjà quand il formule surtout les difficultés, éventuellement ses attentes et, dans le meilleur des cas, un objectif. Mais la prestation, ça peut être plus de développement personnel, de mieux-être. Et puis, il y a les prestations donc, de coaching. Mais dans ce cas, c'est un coaching de projet, d'équipe, un coaching professionnel, un coaching de vie. Il y a plein d'options possibles à nouveau. Est-ce que c'est clair, hein? Ça doit être clair. Ça peut être une prestation de conseil, de médiation, etc. etc. Donc, plus la prestation est claire et plus l'outil va trouver sa place, une place juste. Ensuite, la cohérence globale. La cohérence globale, en fait, c'est un petit peu ce que l'on regarde quand on se pose la question: quelle est ma colonne vertébrale? Qu'est-ce qui fonde mon être, thérapeute, coach, praticien? Qu'est-ce qui fonde mon être, hein? Bon, dans mon cas, par exemple, c'est la gestalt thérapie. Du fait de la part relationnelle et existentielle de cette approche, je ne vais pas choisir, par exemple, un outil qui n'implique pas mon client et moi-même comme partie intégrante de l'expérience, hein. Donc, le choix de mes outils se fait aussi en cohérence avec ma posture, euh, mon éthique, mes valeurs et mon approche. Donc, on évite de se disperser, d'apporter de la confusion par un choix non cohérent d'outils. Donc, la conscience des attentes, on en a parlé, hein, ça a été largement vu. Et puis, enfin, ça, on n'en a pas parlé encore, c'est que l'outil va vraiment être dans les conditions les plus favorables quand on l'aura expérimenté pour soi-même et quand on aura pu l'intégrer, quand on pourra se l'approprier, c'est-à-dire qu'on le fera sien au point de pouvoir aussi le faire évoluer et au point d'y penser quand le moment sera le plus favorable pour l'utiliser, hein. Sinon, il fait simplement partie d'une liste qu'on a quelque part et on va oublier qu'on le connaît. Euh, donc voilà, ce côté expérimenter, intégrer et s'approprier l'outil est vraiment très important. Du coup, ça permet d'accéder à des possibilités de création et de co-création. Je dis souvent que le meilleur outil pour un client donné, c'est l'outil que l'on va créer ensemble à son service. Alors, ça veut dire que quand même, on ne crée pas toujours à partir de rien. On crée à partir d'un fond de ce que l'on a intégré en soi, et on customise, on combine, on s'inspire. Voilà, c'est comme ça que ça peut se passer avec l'expérience, le temps et l'assimilation. Alors maintenant,
j'ai à nouveau un travail personnel à vous proposer qui consiste à observer où vous en êtes, vous, sur ces différentes conditions, hein. Est-ce que vous rassemblez ces conditions-là? Est-ce que les éléments que j'ai évoqués vous parlent? Et est-ce que vous sauriez un petit peu, décrire, ce qu'il en est, à la fois globalement ou, dans le cadre d'une prestation particulière précise? Alors, à ce stade, c'est intéressant de vous souvenir de la fin que vous avez imaginée, peut-être pris le temps d'imaginer pour, le conte, car, je vais vous lire, en tout cas la fin que moi j'ai imaginée, heu et pour ça, je vous invite à nouveau à vous installer confortablement et à vous laisser compter cette fin, du conte. Alors, on en était au moment où Bernard, après, beaucoup de déconvenues, a compris qu'il ne devait garder que le cap, accepter ce qui se passe, trouver de nouvelles ressources. Vous vous souvenez aussi qu'il perçoit la force de la nature et s'en nourrit. Son énergie se renouvelle et il se défait de ses fantasmes de toute puissance et paradoxalement se sent grandi. Enfin, il pense aux enfants qu'il est venu libérer. Il se rend compte qu'il ne s'y est que peu intéressé. Qui sont-ils? Comment vont-ils? De quoi sont-ils capables? Nous en étions là. Alors qu'il pense aux enfants, un déclic se produit en lui. Il contacte son enfant intérieur, libre et insouciant. Diverses scènes lui reviennent alors spontanément à l'esprit. Parmi elles, l'éclosion des œufs de poussin à laquelle il avait assisté vers ses 7 ans, dans la ferme d'à côté. Ce n'était qu'à moitié attirant, mais fort émouvant. Sa voisine lui avait expliqué que la coquille cède au coup de bec du poussin alors qu'elle est résistante au choc venant de l'extérieur. Impressionnant. Son rêve éveillé se poursuit un moment, dans une perception du temps dilaté. Puis, il se ressaisit, inquiet de savoir combien de temps, justement, les enfants vont encore pouvoir tenir avant leur libération. Il regarde songeur la forteresse. Et soudainement, la voit tel un œuf. Son étonnement fait rapidement place à l'élaboration d'une piste. Les murs céderont peut-être plus facilement à une force venue de l'intérieur. Ses idées se mettent à foisonner. Bien sûr, il faut commencer par joindre les enfants, communiquer avec eux, savoir de quelles ressources ils disposent, puis parvenir à créer une poussée depuis l'intérieur de la forteresse. La stratégie se dessine. Les moyens de la déployer restent à trouver. Il explore les hauts murs infranchissables dans lesquels il découvre des orifices plus petits que des meurtrières. Beaucoup plus en conscience des ressources de la nature environnante, il renverse les polarités. Ces plantes envahissantes, dont la solidité a freiné son approche, et ces ruissellements abondants qui l'ont tant fait glisser, pourraient-ils constituer une opportunité? Il décide alors de s'intéresser de plus près à ces fichues plantes dont la section est tubulaire. Elles semblent en effet constituer une ressource intéressante. Il pense les utiliser pour réaliser un vecteur de communication avec les enfants. À cette occasion, Bernard retrouve le bonheur d'avoir ces outils et se félicite de les avoir bien préservés de sa colère. Il est heureux aussi de pouvoir recourir aux pages encore vierges de son petit carnet
et à quelques crayons. Certaines confections délicates vont nécessiter de la minutie. Tout seul, minuscule, au pied de la forteresse, dans cette nature immense, il se prend à rire. Je vais utiliser les plus petits et les plus ordinaires de tous mes outils. Ma petite trousse à couture et des crayons. Sa créativité pourrait le submerger, mais il sait la réguler. Une dynamique nouvelle se met en place qui alterne la fabrication de nouveaux outils avec des tâtonnements ponctués d'échecs et d'avancées. Il parvient ainsi à envoyer aux enfants des petits dessins très simples, accompagnés de papier et d'un crayon. Non sans avoir eu besoin d'attirer l'attention avec des sons propagés également par ses tuyaux, il finit par recevoir des schémas qui l'informent enfin sur la structure intérieure de la forteresse. Il ressent une immense gratitude. Les tuyaux végétaux souples de différentes sections lui servent selon les besoins de cordelettes, de tuyaux de communication et par la suite de gouttières permettant l'acheminement d'eau sur des poutres en bois de la structure. Sa dernière idée consiste en effet à utiliser le gonflement du bois sec pour exercer une poussée interne sur un mur judicieusement choisi. Mais avant de passer à cette étape, Bernard freine son empressement et organise la protection des enfants qui ne doivent pas être exposés lors de l'éclatement espéré des murs. Les opérations se déroulent bien sûr de manière non totalement contrôlée, mais toutefois concluante. La libération des enfants crée des émotions fortes et diversifiées. Certains d'entre eux réclament des soins. La plupart sont affamés. Leur prise en charge est grandement facilitée par la mise au jour, lors de l'éclatement des murs, de ressources et de richesses jusqu'alors insoupçonnées. Les objets de grande valeur marchande sont de peu d'utilité, mais les denrées et la pharmacie s'avèrent salutaires. Pour certains blessés, quelques enfants apprennent à confectionner attelles, civières et béquilles avec les outils de Bernard sous sa supervision. Une semaine est encore nécessaire avant que le groupe puisse envisager de cheminer vers les structures prévues pour leur accueil. Bernard, à son retour, est transformé. L'ouverture de son cœur et son humilité nouvelle lui donnent un élan pour transmettre son expérience et ses savoirs. Il choisit de les destiner tout particulièrement aux enfants qui ont des difficultés à se servir de leurs mains. Voilà la fin du conte. À laisser décanter, c'est à laisser œuvrer à l'intérieur de vous, toujours sans chercher trop à comprendre les messages. En fait, c'est ça l'intérêt du conte. L'intérêt du conte, c'est qu'il utilise la métaphore. Et la métaphore a pour intérêt de pouvoir agir à un niveau qui n'est pas rationnel. Parce que la part rationnelle de notre mental, elle réduit, elle limite, elle contrôle, et ce faisant, elle limite aussi les possibles. Donc, quand on utilise la métaphore, il y a quelque chose de l'ordre du lâcher, aussi bien quand on crée la métaphore que quand on écoute. Ce qui ne vous empêche pas, dans un deuxième temps, d'essayer de décrypter et de trouver le sens de certaines parties de ce conte. Et je dois avouer que quand je l'ai créé, je n'avais pas des messages. Je ne me suis pas dit, bon, il faut que je crée un conte pour délivrer tel et tel message. Non, pas du tout. J'étais pas mal imprégnée
certainement, j'étais très imprégnée par les messages que je voulais transmettre, mais ça n'est pas sciemment qu'ils ont pris cette forme-là. Ça s'est fait à mon insu, dans une sorte un petit peu d'état modifié de conscience qui m'a permis de créer. Voilà. C'est donc la part de moi qui est aux commandes est plus spontanée et instinctuelle, branchée sur des registres qui ne sont pas rationnels. C'est l'intérêt des contes qu'on transmet aux enfants, hein. Voilà, ça agit, on ne leur explique pas. On leur explique pas la symbolique du conte qu'on leur a lu. Alors, toutefois, bien sûr, je peux livrer quelques éléments que moi j'ai découverts presque a posteriori dans le conte, hein. Donc, il y a évidemment la créativité à partir de l'enfant intérieur qui est à libérer, que les outils les plus simples sont parfois les plus puissants, qu'accepter de ne plus savoir, de prendre le temps, de lâcher les enjeux, euh, ben voilà, c'est ce qui va ouvrir à d'autres possibles. Qu'aller au fond des choses et rendre le client acteur est important, de pouvoir en rire aussi. Il rit, Bernard. S'appuyer sur les ressources du contexte, notamment lui, c'est sur la nature, l'eau et les plantes. Donc, renverser les polarités, c'est très intéressant. Prendre le temps. Donc, renverser les polarités, c'est aussi changer de paradigme quand il ne produit pas les effets escomptés. Accepter les limites et les échecs. Le meilleur mouvement vient de l'intérieur. Ouais, et que, en fait, comme dans beaucoup de nos accompagnements, l'essentiel consiste à créer les conditions d'une transformation qui peut venir de l'intérieur. Parfois, ça va jusqu'à permettre le déploiement de capacités innées d'auto-guérison. Alors, maintenant, la créativité dans la pratique. Donc, l'outil peut se placer au service de la créativité et inversement. Donc, on l'a déjà vu, à condition d'expérimenter sur soi en premier lieu, d'intégrer, assimiler cette expérience, s'approprier l'outil. Pour cela, il est important d'être disponible à soi, c'est-à-dire dans la situation où on peut être créatif, en situation avec le client. Il est important d'être disponible à soi, au client et à ce qui se passe dans l'entre-deux. Disponible, ça veut dire que notre mental, il n'est pas occupé avec des enjeux, avec une recherche d'avoir raison, d'être parfait, etc. Être disponible, c'est quand même être relativement détendu. Et nourrir, alors un autre élément, c'est de nourrir toujours et encore son inspiration et son fond d'expérience. Donc, on a déjà vu thérapie, formation, soutien, outils, co-vision, supervision, mais l'inspiration, elle se nourrit aussi d'un fond d'un fond à constituer, à entretenir en permanence par un investissement intérieur qui permet à notre croissance de se poursuivre avec un désir vivace. C'est-à-dire, l'idée, c'est que si on continue d'être curieux, d'apprendre, de se nourrir, de découvrir, cette manière de se nourrir va profiter aussi à notre client parce qu'on va lui restituer des choses de ce que l'on aura pu intégrer. Alors, hop, j'ai une planche là-dessus. Alors, en fait, par rapport aux nourritures, avant de vous présenter la planche, pour se nourrir, pour renforcer ce qui va pouvoir nous-mêmes nous inspirer, pour valoriser les sources d'inspiration, il va être intéressant de capitaliser tout un tas de choses que je vais vous nommer. D'abord, ces expériences de vie.
Donc, je pense que vous êtes forcément d'accord avec le fait que nos expériences de vie en tant que praticiens euh, sont une richesse, apportent une richesse qui va se placer aussi dans notre euh, euh, travail de praticien. Le travail sur soi, les épreuves, ce qui ressemble parfois à des parcours initiatiques personnels, hein, et de savoir se faire aider, c'est un premier point très important. Et il y a aussi nos propres questionnements. Et moi, j'aime à dire que les questionnements, il est intéressant de les laisser dominer sur les réponses, ne pas fermer, hein, laisser ouverts les questionnements. Notre ouverture pour laisser advenir, notre curiosité, notre sens critique aussi, notre liberté de penser, vraiment, notre créativité, hein, et notre connaissance intégrée et incarnée, obtenue par, bon, on l'a déjà dit, supervision, formation, covision, mais aussi l'intérêt que l'on porte à ce qui se passe dans le monde, hein, à l'histoire, aux sciences humaines, aux actualités. En tant que superviseuse et formatrice qui a vu, j'ai vu, j'ai eu beaucoup de, de jeunes apprentis thérapeutes en formation ou en supervision, et beaucoup de collèges, j'ai côtoyé énormément de collègues aussi, notamment pendant les nombreuses années où j'ai dirigé le PG. Eh bien, je constatais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ne se tiennent pas tellement informés des actualités, considérant que c'est assez torride et qu'on voit suffisamment de misère dans nos cabinets. Je pense que ça reste important d'être curieux et informé des actualités, d'être informé du monde dans lequel nos clients évoluent et de savoir ce à quoi ils sont confrontés par cette connaissance-là et cette compréhension qu'on peut acquérir en s'informant de manière choisie et pas subie. Mais il y a aussi, ce qui peut être plus drôle, plus divertissant, il y a aussi des fictions, que ce soit, enfin disons les lectures, les films et les romans qui peuvent être fiction ou histoire vraie et qui démultiplient les expériences, hein. Euh, et puis, il y a tout ce qui nourrit la pensée, les débats, les échanges, les lectures. Donc ça, c'est important parce que ça enrichit ce qui va constituer une source d'inspiration, à la fois dans notre être et dans notre être pour nos clients. Alors, pour que la propre, pour que la propre créativité de praticien soit fructueuse, il est nécessaire d'être disponible et dans l'ouverture. Et on a aussi chacun des conditions qui nous sont spécifiques et qui nous rendent plus créatifs. Donc ça, c'est à découvrir pour se connaître, hein. Certains sont plus créatifs sous la contrainte ou dans le stress, hein, du style, je faisais toujours les dissertations la veille pour le lendemain. Mais pour d'autres, c'est l'inverse, hein. Il n'y a pas de règle universelle, le tout est donc d'apprendre à se connaître. Puisque quand même l'idée dans cette conférence, c'est de dire que on devient créateur de ses propres outils, hein, je le rappelle. Donc la créativité est favorisée par le jeu, au sens de ce qui est ludique, hein, c'est-à-dire play et pas forcément game, hein, en anglais. Le jeu ludique est un allié. L'humour est un terreau et l'instance du moi enfant libre et insouciant ou spontané est un grand pourvoyeur de créativité. Alors qu'au contraire, la créativité est parfois empêchée par la peur du résultat, les enjeux de réussite, le souci de l'image de soi. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est où j'en suis en termes de créativité. Et là, je vais partager avec vous un petit schéma qui permet aussi de se situer. Donc, en fait, voilà ce que
voilà l'idée. Alors, en fait, au fil de notre expérience, donc du temps qui passe, au, fi- au fil de notre expérience qui s'accroît et du temps qui passe, alors que nous sommes praticiens, on peut considérer que notre besoin de soutien va décroître. On est quand même de plus en plus aguerri, euh, confiant. Maintenant, on continue quand même d'avoir un besoin, hein. C'est pourquoi euh, on a besoin de supervision et de continuer à se former. Euh, voilà, ça c'est la courbe orange. En parallèle de ça, notre aisance croît, hein. Euh, Au début, elle a un petit peu du mal et puis ça croît. Il y a un moment où elle croît plus rapidement et puis elle continue de croître gentiment. Euh, et puis, il y a quelque chose dont on vient de parler, c'est en fait la dynamique, la motivation, la croissance du praticien, c'est-à-dire qui vient aussi avec le plaisir qu'on a à exercer, avec l'inspiration que l'on a et qui se voit dans notre capacité à créer des outils avec notre client. Toute cette dimension-là que j'ai représentée en noir, là, bon, au début, c'est peut-être moins significatif, mais c'est surtout, il y a deux options qui vont se présenter, hein. Soit elle va finalement s'étioler, hein. On arrive à ça, bon, ça peut être passager aussi, hein, mais moi je vois que quelquefois en supervision, j'ai des praticiens, je supervise des thérapeutes et je supervise aussi des coachs. Il m'arrive d'avoir l'un ou l'autre qui sont dans un petit passage à vide, à se dire, mais finalement, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que j'y trouve toujours autant de plaisir? Est-ce que je ne vais pas arrêter? En tout cas, il peut y avoir un déclin passager ou au contraire qui s'accentue. Et ça, c'est quand la routine et l'ennui surviennent. Et l'investissement ne repose que sur l'extérieur, c'est-à-dire sur des outils, sur des formations, sur un soutien. Bon, mais au bout d'un moment, ça suffit pas et il y a quelque chose qui, voilà, qui s'étiole, qui n'est plus si vivace. Ou alors, il y a cette dynamique, en fait, peut très bien, au contraire, croître. Et alors, on va là plutôt être avec des praticiens qui sont épanouis dans leur travail, qui sont heureux. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais qui vont avoir le sentiment de continuer à progresser euh, avec de la curiosité, avec des satisfactions. Et là, la différence entre cette courbe et l'autre, je crois avoir observé, et je crois vraiment que c'est lié à l'investissement. C'est-à-dire que dans le cas en haut, c'est qu'il continue d'y avoir une curiosité pour la vie tout court, pour le monde, pour justement les actualités, pour ce qui se passe, même si c'est difficile, même si ça fait peur. Et il y a un désir vivace de grandir, euh, d'avoir de plus en plus de réponses et de plus en plus de questions aussi. Dans ce cas-là, l'investissement repose sur l'extérieur, bien sûr, heureusement, mais aussi sur l'intérieur, avec justement voilà, des recherches, des créations, des explorations, de la curiosité. Il y a de la nourriture. Alors, bien sûr, évidemment, euh, tout ça dépend aussi de notre cadre de vie. Et puis, il y a des périodes où on a plus ou moins de facilité pour se nourrir et être curieux. Et voilà, il peut y avoir des périodes où on a été malade, des périodes où les enfants nous ont pris plus de disponibilité, où on vit des crises dans nos vies. Et donc, ça n'est pas linéaire du tout, hein. Donc, les petites vagues pourraient même être davantage accentuées. Voilà. Donc, ma suggestion comme travail personnel, c'est de regarder ces courbes et de vous situer sur ces courbes si elles vous parlent.
Voilà, voilà. Alors, ensuite, il m'était, il m'avait quand même été demandé de faire part, euh, de quelques exemples de manières de travailler, d'outils créés quelque part dans ma pratique. Et du coup, euh, voilà, j'ai sélectionné quelques exemples. Voilà, je vais déplacer ça pour que vous me voyez mieux. J'essaie de jongler avec la lumière et le reste. Alors, donc quelques exemples inspirés de ma pratique. Et là, j'avais fait la parenthèse lors de la conférence en disant que vers mi-mars, un livre que j'ai fait éditer chez Larousse sortira et vous y verrez encore davantage ma manière de travailler. Donc, si vous souhaitez être tenu au courant de la sortie de ce livre, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous en tiendrai au courant avec grand plaisir. Donc, un exemple en individuel. Sophie se sent pénalisée par son hyperactivité et par son débit de parole très soutenu que son précédent thérapeute avait tenté avec elle de ralentir. Ce n'est pas l'objet de sa consultation, mais je m'en accommode. Toutefois, je perçois qu'elle est également très accrochée à mon regard quand elle s'exprime. Il me vient une idée. Je vois qu'il y a le reflet de la lumière dans mes lunettes et je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il me vient une idée, je lui propose que nous fermions les yeux. Que nous fermions les yeux pendant quelque temps, tout en continuant notre échange. Elle est surprise, s'y prête volontiers, et nous tentons l'expérience. Nous sommes toutes les deux, d'emblée, dans une autre forme de contact, avec un ralentissement immédiat de son rythme. L'accroissement de notre attention sur le registre auditif pour pallier aux défauts visuels a vraisemblablement créé ce ralentissement. Mais quand je l'ai proposé, c'était plus intuitif que rationalisé. Il n'y avait rien à perdre, à condition que je ne me mette pas la pression ou que mon image de thérapeute performante ne soit pas en jeu. Ça pouvait tout à fait faire un flop et ne rien donner. Cette expérience a produit du nouveau que nous avons pu ensuite exploiter et qui a ouvert de nouvelles pistes. En fait, c'est dans une situation comme ça, on doit être prêt à se laisser surprendre. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va advenir. Un autre exemple inspiré de ma pratique en couple. Myriam est effondrée, sentant le couple qu'elle forme avec son mari en danger. Plusieurs relations féminines auxquelles il apporte de l'importance menacent, selon elle, leur relation. Les explications, descriptions et arguments ne produisent rien de bon et les enferment dans un cercle vicieux qui les éloigne l'un de l'autre plus encore. Comment leur permettre d'échanger autrement sur ce qui se passe? Il convient d'introduire un média qui fait tiers et qui triangule. Il semble préférable de quitter le registre rationnel au profit des sensations. Je demande à Myriam de choisir dans une corbeille les galets qui pourraient représenter les différentes personnes importantes pour leur relation, puis de les disposer sur mon tapis moelleux, comme elle le sent, sans réfléchir, sans se justifier. Ceci permet à son époux de percevoir ce qu'elle ressent, sans avoir à être d'accord ou opposé. De plus, toujours sans avoir à rationaliser, elle peut les déplacer, ajuster, sentir ce que ça lui fait et même proposer une nouvelle disposition qui corresponde à son souhait. Alors, encore un dernier exemple en groupe cette fois, puisque j'ai animé pendant de nombreuses années des groupes de Gestalt thérapie. Pendant les temps de travail des participants, ce week-end-là, il a été beaucoup question de place, de prendre, d'occuper, de perdre, de convoiter une place. Et aussi de déranger, d'oser ou de se retenir. Il me vient alors une idée de mise en situation pour cette fin de journée. Chacun est chargé de choisir un objet, dans la nature ou dans ses affaires personnelles,
et de venir avec après la pause. Il est préférable de ne pas dévoiler la mise en situation à l'avance de manière à ce que les membres du groupe ne commencent pas à raisonner, projeter et mettre en place divers processus de réflexion et d'anticipation qui pourraient nuire à leur spontanéité. Quand ils arrivent, je leur indique la consigne. Chacun doit, tour à tour, aller poser au centre de la pièce son objet, de manière à l'ajouter à ceux qui s'y trouvent déjà, pour au final former une co-création singulière et groupale. Chacun pose son objet sur les autres ou parmi les autres, modifiant obligatoirement ce qui existe déjà. Il peut même être nécessaire de déplacer ce qui est déjà installé. C'est autorisé. Qu'un seul élément du système évolue, et le système évolue lui aussi. Impossible de ne pas exister. Impossible de ne pas interférer. Chacun existe et interfère inévitablement. Le travail consiste aussi à explorer l'expérience sensorielle et émotionnelle que cela procure en son fort intérieur pour chacun. Voilà. En conclusion, on peut dire que l'outil est partout. Tout outil, même très ficelé et en vogue, s'inspire d'autres outils. Et il est parfois créé à partir ou avec d'autres outils. L'outil est un soutien s'il est choisi en conscience de ce qui en est attendu et au bénéfice du client. Il est à se procurer, à acquérir, à respecter, à créer, à customiser, à combiner, en veillant à la cohérence globale de la prestation. Selon l'usage que l'on fait d'un outil, il peut soutenir la créativité ou bien la brider. Alors, ça avait été un plaisir pour moi de présenter cette conférence avec l'interactivité qui avait été permise le soir du 13 octobre. Et je suis contente de l'avoir à nouveau présentée pour ceux qui auraient envie, qui auront envie de retrouver ce que j'ai pu présenter, ou pour ceux qui n'ont pas pu assister le 13 octobre et qui pourront avoir le replay. Je vais vous laisser les informations pour clore concernant les personnes que vous pouvez contacter en rapport avec cette conférence ou les conférences plus globalement. Donc, Marie-Christine Claire pour NLPNL Paris-Île-de-France. Et puis, pour ce qui me concerne plus particulièrement, je vous ai à nouveau indiqué mon adresse mail, mon site web et mon numéro de téléphone. Voilà, je reste à votre disposition et notamment si vous voulez que je vous donne le compte. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une bonne assimilation et une belle inspiration pour vos prestations. Alors, hop, au revoir et à une prochaine occasion.